Eh ben, c'est parfait. On va y aller. Donc, bonjour, je me présente, Christophe Absalon. Bienvenue aujourd'hui dans ce workshop webinar de IQ autour de la protection de vos données pour les environnements Google, les environnements GCP, mais pas que. Et on va pouvoir commencer. Donc, moi, je suis Christophe Absalon, je suis ingénieur système chez IQ depuis maintenant près de 6 ans. J'occupe ce poste sur le territoire francophone. Je suis accompagné de Xavier Stern, qui est le directeur sur la partie Europe du Sud, pareil sur la partie francophone. Nous accompagnons tous les deux cette activité depuis maintenant 6 ans, comme je l'ai indiqué. Alors, petit rappel sur qui est IQ. IQ, nous sommes une société qui est présente aujourd'hui dans plus de 80 pays, hein. On a largement dépassé les 4000 clients. On a des partenaires un peu partout dans le monde et surtout, on a un très haut niveau de satisfaction client qui dépasse les 91. Notre métier, c'est de faire de la protection de données en mode software. Donc, IQ ne propose que des solutions logicielles de protection de la donnée. Et pour ce faire, on a des partenariats technologiques avec différents acteurs, donc des acteurs comme Nutanix, des acteurs comme Dell, des acteurs comme Atlassian, toute la famille Jira, mais également Google qui est un de nos gros partenaires. Aujourd'hui, on est reconnu comme visionnaire, hein, par le monde de la sauvegarde, par le monde de l'IT, par rapport à notre façon d'imaginer la sauvegarde de demain et celle d'aujourd'hui. On a également différents investisseurs au sein de la société IQ, donc des investisseurs financiers, type Bain Capital, Acro Capital, mais également des investisseurs technologiques, type Atlassian, Cisco, Okta et bien d'autres. On ne cesse de cumuler les récompenses, comme je le disais. Donc, on a été reconnu au sein du Gartner, on a été reconnu encore l'année dernière par Google Cloud comme l'un des partners of the year en termes d'infrastructure et de backup, par GigaHome, on est leader Winter 2025 et par TechTarget. Donc, on accumule tous les ans des nouvelles récompenses par rapport à notre vision de la gestion du cloud. L'une dont on est très fier, c'est celle en rapport avec le Gartner, justement. Donc, encore une fois, on a été reconnu comme visionnaire dans le Magic Quadrant du Gartner. Alors, ça, c'est une vision globale, mais d'un point de vue SaaS, on est vraiment très, très, très innovant. On continue de se déplacer de plus en plus vers la droite et vers le haut, parce qu'aujourd'hui, on est les seuls à vraiment avoir une couverture hybride et globale de la protection des environnements utilisateurs. Donc, comment est-ce qu'on explique cette vision? Comment est-ce qu'on explique que IQ soit rentré aussi rapidement au sein du Gartner? Je le dis, hein, on en est dans la troisième année consécutive. IQ est une société qui n'existe que depuis 2017. Donc, on est rentré très rapidement au Gartner. Donc, 2017, petit rappel, hein, on est né d'un besoin de sauvegarde pour les environnements Nutanix, qui n'avaient pas de solution de sauvegarde à proprement dit. Sauvegarder du Nutanix sur du VMware, on savait le faire, mais sauvegarder du Nutanix sur l'hyperviseur du Nutanix, c'était bien plus compliqué. 2018, on a sorti la sauvegarde des environnements VMware. Et très tôt, dès 2020, IQ a commencé, suite à des discussions avec Google, à s'intéresser à la sauvegarde des environnements Google. Et on s'est aperçu que, pareil, il n'y avait pas de solution à proprement dit pour sauvegarder des environnements Google. C'est devenu chez nous un sujet très important qui, depuis, ne cesse d'évoluer et sur lequel nous allons pouvoir discuter aujourd'hui sur comment protéger un environnement Google. Bien sûr, on n'a pas laissé les autres hyperscalers sur le côté, hein. On a mis en place en 2020 de la sauvegarde pour Azure, en 2022 de la sauvegarde pour AWS. Et une fois qu'on avait couvert cet écosystème on-premise avec Nutanix, VMware, Cloud, avec Google, AWS et Azure, il n'empêche qu'il restait des choses importantes à sauvegarder qui sont vos applications SaaS. Donc, IQ a mis en place la sauvegarde des environnements Office 365 dans un premier temps. Et très rapidement, nos clients Google nous ont rattrapés par le col et nous ont dit, vous êtes gentils, vous backupez les environnements Office 365, mais ça serait bien d'également backuper les environnements Google Workspace. À partir de là, IQ a proposé la sauvegarde d'environnement Google Workspace pour ses clients et puis pour tous les clients qui en avaient besoin, parce que tout le monde va proposer de la sauvegarde Office 365. Par contre, il y a très peu de personnes qui proposent de la sauvegarde Google Workspace. Suite à ça, chez IQ, on a tout de suite eu une vision qui était de se dire oui, mais il n'y a pas que ça comme application SaaS. Aujourd'hui, on va utiliser des applications SaaS pour beaucoup de choses, hein, pour du CRM, pour de la prise de commande, pour de la facturation, pour de la comptabilité, pour faire du dessin en ligne. Mais qu'est-ce qu'il en est de la sauvegarde de ces applications?
Très rapidement, IQ a décidé de mettre en place la sauvegarde d'applications SaaS. Début 2023, on a officialisé notre plateforme AirCloud pour le SaaS. Et c'est ce dont on va un peu discuter également aujourd'hui. Donc, IQ et AirCloud pour le SaaS, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un bilan. C'est un bilan de dire qu'aujourd'hui, 77% des données critiques des entreprises ne sont pas protégées. Donc ça, ce n'est pas des chiffres qui viennent d'IQ, hein, c'est des chiffres qui datent d'une étude de 2022. Apparemment, ces chiffres ont continué de grossir parce que l'emprise du SaaS a continué de grossir. Et donc, très simplement, comment est-ce qu'on en arrive là? On en arrive là par le simple fait de l'évolution de l'informatique au travers des dernières années. Donc, très simplement, au début, vous aviez chez vous votre data center on-premise, entre guillemets, votre château fort que vous maîtrisiez très bien. Vous saviez gérer votre application SAP, votre Oracle, votre système AS400, votre baie de stockage NetApp. Tout ça, c'était assez facile, votre serveur physique. Arrivée de la virtualisation, ça se démocratise un petit peu, mais ça reste du on-premise et on commence à faire du cloud. Les premières fois qu'on fait du cloud, on met des machines virtuelles dans le cloud et à l'époque, ça reste acceptable parce qu'on fait du backup à l'ancienne en mettant des agents dans des machines virtuelles. Donc, on fait du cloud washing, donc c'est-à-dire backuper mon cloud comme mon on-premise et pas de façon optimisée. Mais malgré tout, il y a des choses qui commencent à apparaître. Il y a 10 ans, c'était les premières briques d'applications SaaS hein, avec du Salesforce, du 365 et autres, qui devenaient des vraies applications SaaS, pas juste du Citrix déporté chez un partenaire. Et depuis 5 ans, même un peu plus, on a une vraie accélération avec différents services dans le cloud et surtout de plus en plus de services SaaS. La question qu'on se pose autour de ça, c'est ouais, mais en général, on utilise combien d'applications SaaS? Il y a une moyenne qui dit qu'on est à peu près à 217 applications. Ça peut paraître beaucoup. Encore une fois, c'est une étude hein, qui vient d'un cabinet qui était fait en 2022, mais ça va très vite. Une application SaaS, typiquement, si vous utilisez de l'Office 365, vous allez utiliser une application pour la messagerie, une application pour le OneDrive, une application pour SharePoint, une application pour Teams. Vous avez déjà 4 applications SaaS. Vous allez utiliser peut-être un peu de Slack, ça va faire 5. Vous allez utiliser une application pour votre système de ressources humaines, ça va faire 6. Une autre application pour faire du développement, ça va faire 7. Et très vite, au sein des entreprises, on se rend compte qu'on a de plus en plus d'applications comme ça, avec des modules externes, et qu'on arrive à atteindre, alors peut-être pas le niveau de 217. Chez IQ, nous, on a estimé qu'on n'était pas loin des 100. Euh, mais voilà, on peut très vite monter, et ces applications ne sont pas forcément pris en compte. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi le bilan? C'est qu'il y a un mythe, et que ce mythe, c'est de se dire, je suppose que ce que j'ai hors de mon data center, c'est protégé par mon vendeur d'applications, par mon vendeur de solutions cloud, solutions SaaS. Et moi, je suis responsable uniquement de ce que j'ai en mode on-premise. Je vais un peu gérer mon cloud, parce que je sais faire du mode classique dans le cloud, mais par contre, tout le reste, je ne vais pas savoir le gérer. Et à la fin, on se retrouve avec des shared responsibility models qui sont assez clairs, hein, qui veulent tout simplement dire vous êtes responsable de votre donnée. Ce n'est pas parce que vous utilisez nos services que c'est nous qui sommes responsables de notre donnée. Un peu de la même façon, quand vous louez une voiture, si vous faites un excès de vitesse, c'est vous qui êtes responsable, ce n'est pas le loueur de voiture. Voilà, c'est pareil. Par rapport à ça, on a notre plateforme AirCloud. Notre plateforme AirCloud, c'est la simplicité de pouvoir développer de la sauvegarde d'applications SaaS, de la sauvegarde de modules cloud également, de façon très rapide et optimisée. Donc, IQ va vous proposer un framework. Et grâce à ce framework, on va sauvegarder différentes applications, des applications de type Google Workspace, des applications de type Google Cloud Storage, de type AWS, de type SAP, de type Salesforce et encore d'autres. Très simplement, on va également vous aider à découvrir vos applications. Alors, si on rentre un petit peu là-dessus, aujourd'hui, la partie collaborative, on va en parler un petit peu parce qu'il y a le sujet Google Workspace. Comment c'est pris en compte par IQ? IQ, on a décidé de sortir une solution unifiée qui permet à la fois de sauvegarder votre messagerie Google Workspace et votre messagerie Office 365. Cette solution, elle est assez simple. Elle est en 100% en mode SaaS. On va vous demander ce que vous souhaitez protéger. Donc, vous voulez protéger vos emails, vos fichiers personnels et vos fichiers d'équipe en général, c'est à peu près la même chose. Vous allez pouvoir protéger ça au travers d'une protection automatisée. Il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas de mise à jour à gérer, il n'y a pas de déploiement, il n'y a pas de sizing. On ne s'intéresse pas à la volumétrie que vous avez en face. Et il n'y a pas de gestion de politique de sauvegarde non plus à mettre en place. Cette solution va être le plus totale possible avec une protection complète des différents fichiers et services que vous avez et une rétention illimitée de votre donnée. Donc, dès que vous vous engagez avec IQ, on protège toutes vos données jusqu'à ce que vous arrêtez de travailler avec IQ. Et bien sûr, on va vous donner de la granularité. Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir restaurer sur votre environnement Google Workspace, aussi bien
un email, qu'un fichier, qu'une boîte mail, qu'un drive, qu'un shared drive. Vous allez pouvoir rechercher, dire bah, j'ai perdu un fichier qui contient le mot-clé IQ. On va vous aider à retrouver le fichier qui contient le mot-clé IQ, ou bien la pièce jointe qui contient le mot-clé IQ, ou bien l'email qui contient le mot-clé IQ, très simplement. Et surtout, on va vous mettre également des options de sécurité, de compliance pour pouvoir bah, s'assurer de qui fait quoi sur la plateforme. Bien sûr, tout ça, ça va être sécurisé. C'est de la sauvegarde qui est chiffrée via un flux HTTPS TLS 1.2. C'est chiffré en AES 256 à la destination. C'est répliqué sur 3 data centers en même temps. On répond à des normes ISO 27001 et c'est une solution tout inclus. Si on doit résumer, hein, volumétrie illimitée, stockage illimité et fourni par IQ. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de sizing. C'est stocké dans des data centers AWS qui sont géo-redondés. Un modèle de licence à l'utilisateur, pas de dépendance par rapport à la type de licence que vous pourriez avoir côté Google Workspace ou côté Office 365, et surtout un setup très rapide. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la même solution qui couvre les deux produits, Google Workspace et Office 365, donc ça offre également la capacité d'être hétérogène. Vous pouvez dans la même console backuper une boîte mail Exchange, une boîte mail Google Workspace, et du coup, bah, si vous faites de la fusion, de l'acquisition, si vous avez besoin de restaurer un email d'un utilisateur Google Workspace vers la boîte mail d'un utilisateur Office 365, c'est totalement possible et réalisable. Et bien sûr, on va également là-dessus rajouter du self-service pour que vos utilisateurs finaux puissent eux-mêmes restaurer leurs emails Google Workspace s'ils le souhaitent. Si maintenant on s'intéresse un petit peu plus à la partie public cloud, on va pouvoir parler Google, services et les différentes applications. Alors, bien souvent, quand on va parler d'un environnement cloud, ça va être la partie visible de l'iceberg qui va toujours revenir. Qu'est-ce que vous faites au sein d'un environnement public cloud, particulièrement Google? Ben, j'ai des machines virtuelles, je fais potentiellement un peu de VMware hébergé chez Google, ce qu'on appelle du VMware Engine. J'ai des buckets pour stocker de la donnée, du cloud storage et du Kubernetes avec du GKE. Ça, c'est la partie visible qui revient le plus souvent sur la table, je dirais. Par contre, quand on gratte, quand on pose des questions, bah, typiquement, vous avez du kubernétisme, comment fonctionne votre kubernétisme? Bon, on va découvrir que derrière ce kubernétisme, il y a un Terraform. Comment fonctionne ce Terraform? On va découvrir que derrière ce Terraform, il y a du GitHub. Et plus on va poser des questions, plus ça va être intéressant. Et on en arrive avec des informations du type, bah, chez nous, on a du Cloud Run, on a du Kubernetes, mais on n'a pas que ça. On a aussi de l'artefact, on a du Cloud Storage, mais on n'a pas que ça. On a aussi du BigQuery, on a aussi du Cloud SQL, du Bigtable, de la LoyDB. Et donc, la question, c'est, oui, mais cette face cachée de l'iceberg, aujourd'hui, comment on va s'assurer de sa sécurité, comment on va s'assurer d'être capable de la reconstruire en cas de panne volontaire ou involontaire, accidentelle. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chez IQ, nous, on vous pose la question, qui protège ça? Alors, la réponse souvent qu'on obtient, c'est on a des scripts et ces scripts servent à répliquer, à dumper. Mais c'est quelque chose qui est maintenu par un utilisateur, qui est assez complexe à faire à grande échelle. Si vous avez plusieurs dizaines, voire centaines, voire milliers de projets, comment vous automatisez cette sauvegarde via des scripts? Et encore une fois, vous avez le fameux Shared Responsibility Model qui vous dit, bah, c'est vous qui êtes responsable de ça. Demain, votre data center Google, il prend l'eau. Google n'est pas responsable. Vous avez signé des clauses qui disent que vous êtes responsable de tout ça. Alors, pour répondre à ça, nous, chez IQ, au travers de notre marketplace, on vous propose la sauvegarde de ces différents modules. Aujourd'hui, on propose plus d'une dizaine de modules à la sauvegarde et on continue chaque trimestre de rajouter des modules différents. Donc, typiquement, on va reprendre les termes que je viens de parler, hein. Le backup de vos machines virtuelles, que ce soit au format Google ou au format VMware, le backup de vos environnements de base de données, le backup de vos environnements de conteneurs, de vos environnements de big data, de vos environnements également de Cloud Run, Cloud Function. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont pouvoir vous aider à protéger de façon simple et efficace, mais surtout en s'appuyant sur les bonnes pratiques de Google, en s'appuyant sur les process de Google, sur les API de Google, les systèmes de service account et ainsi de suite. Cette sauvegarde, vous allez avoir un contrôle total dessus, avec un modèle d'architecture qui est optimisé. Donc, IQ, comment ça fonctionne? C'est une solution 100% SaaS, comme je l'ai dit. On va avoir besoin juste d'un compte de service qui aura certains niveaux d'accès sur vos différents projets. Et par rapport à ça, on va pouvoir découvrir ce que vous avez au sein de votre entreprise. Donc, comme on le disait très rapidement,
du Compute Engine, du Kubernetes Engine, du Cloud Storage, mais pas que, de l'artefact, du BigQuery, du Cloud SQL, du Cloud Run, du Cloud Function. On va pouvoir le détecter. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir prendre votre donnée et envoyer tout ça dans des buckets pour faire du backup. Alors, dans du bucket Google, si vous le souhaitez, dans la même région, dans du bucket Google dans une autre région, dans du bucket Google qui serait dans une autre région, mais pas que. On est également capable d'envoyer vos backups Google dans un environnement externe. Je suis capable de backuper votre machine virtuelle Google dans un environnement Amazon, dans un environnement Azure, dans un environnement OVH, si je le souhaite. Donc, mon bucket S3 n'est pas obligé d'être chez Google. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais également pouvoir envoyer mes sauvegardes de mes environnements de premise, parce qu'IQ fait également de la sauvegarde d'environnement de premise, hein, comme je le disais, vers ce bucket. Dès le moment où vous avez un environnement de premise et que vous avez un environnement cloud, le dernier point qui est intéressant, c'est que IQ va vous offrir la capacité de backuper une machine virtuelle sur VMware et de la restaurer sur Google au format Google Compute Engine si on le souhaite. Donc on vous propose également cette passerelle de A vers B ou de B vers A parce qu'on vous propose aussi le retour arrière. L'un des scénarios typiques qu'aujourd'hui nous on voit chez certains clients, c'est de dire j'ai une infrastructure on-premise qui tourne sur du VMware. En cas de sinistre, je redémarre chez Google dans un environnement Compute Engine. Et quand mon sinistre est résolu, je fais un retour arrière sur mon environnement VMware. Donc ça, c'est le genre de choses que nous on va proposer. Comment est-ce qu'on propose ça? Bah, très simplement, hein, on a une solution next-gen. Aujourd'hui, il n'y a pas de déploiement à faire de votre côté, il n'y a pas de sizing à faire de votre côté. C'est vraiment du 100% SaaS. On active une souscription et à partir de là, on peut travailler. Il n'y a pas de question de sizing. Vous n'allez pas vous embêter à dire alors je dois déployer tant d'instances, tant de workers, d'instances EC2. Non, tout ça, c'est autogéré par IQ. On est en mode scalabilité. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir progressivement absorber vos workloads les uns les autres. Et le single pane of là, c'est au travers d'une seule interface, vous allez sauvegarder tous vos environnements cloud. J'insiste sur la partie Google. Tout ce que je suis en train de vous dire fonctionne exactement de la même façon pour un environnement AWS, par exemple. Donc, je suis capable, au sein de la même console, d'avoir ma machine virtuelle Google backupée à côté de ma machine virtuelle AWS, de restaurer ma machine virtuelle Google dans mon environnement AWS ou ma machine virtuelle dans mon AWS dans mon environnement Google. Ça, c'est aussi important de se dire une console unifiée pour gérer toute ma sauvegarde. Cette console, elle ne doit pas vous permettre de gérer que les machines virtuelles que vous avez dans votre environnement. On doit aussi détecter si vous avez des applications. Donc, typiquement, si vous avez du Microsoft SQL installé au sein d'une machine Windows, bah, nous, on va le détecter et on va vous backuper votre instance SQL. Si vous avez du SAP HANA onboardé sur du Google, on s'appuie sur les best practices de Google et de SAP. On a récupéré leur white paper, tous les best practices, on les a optimisés et aujourd'hui, on vous propose du backup de SAP HANA clé en main qui s'appuie sur Backint dans un environnement Google. Et puis, si vous avez des custom applications, pas de souci, on va pouvoir utiliser des pré-PostScript si c'est nécessaire pour gérer vos custom applications. Dernier point, la partie GKE. GKE, bah, si vous faites du Kubernetes, pas besoin d'être un expert en Kubernetes. IQ va détecter que vous avez des environnements GKE. IQ va vous présenter vos environnements stateful, vos environnements stateless, et va vous offrir de la granularité à la restauration sur ces différents environnements. On est vraiment une solution cloud native. On va optimiser la consommation de stockage pour stocker les backups. On va vous offrir de la sauvegarde granulaire avec de la restauration rapide, de la sauvegarde qui ne va pas impacter les performances de vos environnements de production. Aujourd'hui, il y a des solutions de sauvegarde dites cloud washing qui vont vous dire, bah, OK, tu peux sauvegarder des environnements GCE, mais pour sauvegarder tes environnements GCE, tu dois déployer des agents dans chacune de tes machines virtuelles. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement rédhibitoire, hein. En 2025, on ne peut pas se permettre de demander à des gens d'installer des agents. Non, c'est pas du tout ça. On s'appuie sur du snapshot, sur de l'API pour pouvoir travailler. Pareil pour GKE, vous avez des solutions qui vont fonctionner où on va vous demander de faire des scripts, des scripts, des scripts, des scripts. Ça ne va pas être scalable. Nous, on va détecter quand vous avez des nouveaux workloads sur vos clusters GKE et on va les backuper nativement. Et ainsi de suite pour GCS. Notre solution elle a été réfléchie pour du DevOps. Donc, on va pouvoir avoir un mode multitenant où on pourra cloisonner les environnements des différentes familles d'utilisateurs. Donc, je peux avoir un environnement pour mon DevOps, un environnement pour mon engineering, un environnement pour mon équipe marketing. Donc, ce qui veut dire qu'on pourra aussi cloisonner les accès, donner différents niveaux de permission. Je pourrais être admin, backup, restore.
de la solution. Et surtout, c'est une interface simple. Moi, ce que j'aime souvent dire quand je parle de IQ et de ses produits, c'est j'ai pas besoin d'être un expert Google pour pouvoir restaurer du Google, j'ai pas besoin d'être un expert Okta pour pouvoir restaurer de l'Okta, et j'ai pas besoin d'être un expert en backup. C'est pareil, si je veux utiliser ma solution pour restaurer mon application Google ou mon application Okta et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une solution qui est à la croisée des chemins entre l'expérience utilisateur applicatif et l'expérience utilisateur de la sauvegarde, l'opérateur de la sauvegarde. Donc, on ne passe pas des heures, voire des semaines à apprendre à utiliser la solution côté IQ. Donc, à la question comment est-ce qu'on protège ça? Bon, vous pouvez protéger cette face cachée de l'iceberg avec des solutions comme IQ. Aujourd'hui, on est reconnu comme la solution la plus en avant pour la sauvegarde d'environnements de type hyperscaler, avec non pas seulement la sauvegarde des environnements dits communs de type machine virtuelle ou conteneur ou stockage, mais également avec la sauvegarde d'environnements de type service qui reste, si vous voulez avoir un bon usage du cloud, un usage optimisé aussi bien en termes de design, en termes de redondance qu'en termes de billing, vous devez utiliser du microservice plutôt que d'utiliser de la machine virtuelle. Et une fois qu'on a dit ça, bah, il faut pouvoir protéger ces microservices. Récemment, j'étais en discussion avec un client sur un projet qui nous expliquait que la raison pour laquelle il n'abandonnait pas le Compute Engine, c'est qu'il ne savait pas sauvegarder ses microservices. On a basculé sur un test avec lui du microservice. On a prouvé qu'on arrivait à backuper son microservice, qu'il arrivait à restaurer en cas de sinistre l'ensemble de sa stack dans une autre région. À partir de là, bah, maintenant, ce client est en train d'abandonner progressivement la partie Compute Engine pour accélérer sur du microservice. Vous pouvez tester nos produits. Donc aujourd'hui, il suffit bah, soit de scanner le QR code que vous voyez actuellement, ou bien d'aller sur le site d'iq.com et de demander à faire un trial. Vous avez le droit à une période d'essai de 15 jours qui est full option. Et donc, vous pourrez backuper vos environnements Google, vos environnements AWS, vos environnements Azure sans aucun souci pendant votre test. Ce que je vous propose, c'est de vous faire voir en vrai à quoi ça ressemble. Et comme ça, vous pourrez vous faire un vrai avis du produit. Donc, AirCloud. AirCloud, c'est notre plateforme SaaS, comme je l'indiquais, qui permet de faire de la sauvegarde de vos environnements cloud. Comment ça se passe? Vous allez sur Create New Account. Et quand vous allez faire Create New Account, bah, ça va vous créer un compte. Ça met à peu près 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, vous avez votre plateforme dédiée pour mettre en place la sauvegarde de vos environnements cloud. Je précise, chacun de nos clients a son propre management plan. Donc, nous créons un environnement isolé pour chacun de nos clients, histoire de bien sécuriser chaque accès. Une fois que vous avez votre environnement, vous allez pouvoir vous connecter soit avec votre compte local, ou bien vous allez pouvoir vous connecter avec votre IAM de Google si vous fournissez les informations nécessaires, ou bien avec de l'Okta, ou bien avec de l'Entra ID, ou bien avec n'importe quelle autre source d'authentification type IDP. Moi, je me connecte avec Google. J'arrive sur ma plateforme AirCloud et donc ma plateforme AirCloud va me permettre de sauvegarder l'intégralité de mes solutions que j'ai en mode cloud ou en mode SaaS. La première des choses quand vous allez arriver sur cette plateforme, c'est qu'on va vous demander si vous utilisez une source d'authentification type Okta ou type Microsoft Entra ID. Si c'est le cas, on va vous demander un accès en mode lecture sur le module application de votre Okta ou Entra ID. Et grâce à ça, nous allons être capables de vous faire une carte qu'on appelle AirGraph, où on va vous dire, bah voilà, on a découvert que avec Okta, vous vous connectiez à toutes ces applications. Donc maintenant, peut-être que ça pourrait être intéressant de les protéger ou pas. Et à partir de là, vous allez décider d'appliquer des sauvegardes ou pas sur les applications qui dépendent d'Okta. Sinon, vous pouvez très simplement passer par la marketplace et au travers de la marketplace, aller sélectionner des applications que vous souhaitez protéger. Donc, on va pouvoir soit parcourir toute la marketplace, ou bien on va pouvoir dire, bah, moi, je veux juste me concentrer sur les produits de la famille Google, par exemple. Donc, avec eux, on va dire, bah, voilà, dans la famille Google, voilà ce qu'on souhaite protéger. En général, on commence souvent par la même chose. On veut protéger du Google Compute Engine. On fait un show more. On va avoir des informations sur comment protéger du Google Compute Engine. On va configurer. C'est très simple, hein. On va vous demander le nom de votre projet. En général, on n'a pas d'accès, nous, à votre projet. Et on va vous expliquer juste derrière qu'il y a un Cloud Shell Script à faire tourner. Grâce à ça, on va être capable de protéger
le ou les projets que vous souhaitez avec IQ. Vous allez appliquer à peu près le même process pour protéger du kubernétisme, pour protéger du Cloud Run, du Cloud Function. C'est assez simple. Dès le moment où vous avez ajouté une application, l'application va être classée dans un tenant. Donc, soit vous pouvez utiliser des tenants qui sont préconçus par IQ ou bien créer vos propres tenants. Et on va classifier vos applications. Donc, typiquement, si je vais dans mon tenant qui s'appelle DevOps, bah, quand je vais aller dans la partie SaaS, on va retrouver que j'ai ajouté des applications de type BigQuery, des applications de type Cloud Function, mais également des applications AWS d'ailleurs, hein, du Cloud Run, de l'Artifact, du Cloud SQL et bien d'autres. Ça, c'est mes applications que j'ai ajoutées. On va voir que dans la partie instance, j'ai des instances Google qui apparaissent, mais également des instances AWS. Que dans la partie application, bah, j'ai du SAP HANA, j'ai du MS SQL, j'ai du Postgre en mode GKE, du WordPress en mode GKE et du Pacman. Comment est-ce que je vais mettre en place la sauvegarde maintenant de ces différents objets? C'est assez simple. On va reprendre la philosophie qu'on a toujours eue chez IQ, c'est de respecter vos SLA et de créer des politiques en fonction. Donc, vous allez créer des politiques de sauvegarde, politiques de démo. Vous allez dire, bah, c'est quoi mon RPO? Bah, moi, mon RPO, il est de faire une sauvegarde une fois par jour. Je veux pouvoir conserver mon backup pendant un mois. Vous allez dire, est-ce que pour vos machines virtuelles, vous voulez juste faire du backup ou faire du snapshot plus du backup? Vous allez mettre vos sauvegardes sur un stockage, sur une plage horaire. Bah, moi, je veux que mes backups tournent hors de mes horaires de production. Donc pour ça, je vais créer des plages horaires. Celle-ci, elle s'appelle nom de prod. Elle aurait pu s'appeler 20h, 6h du matin. C'est vraiment moi qui l'ai nommé comme jeu. Je peux faire des copies sur un deuxième stockage pour mes backups. Et je peux mettre des règles de rétention longue de type un backup par mois, un backup par an, un backup par semaine, en plus de mon backup journalier. Dès le moment où j'ai créé ma politique de sauvegarde, ma politique, je l'ai attachée à la ou les applications de mon choix. On va pouvoir utiliser des filtres sur la droite pour dire, bah, moi, je veux juste voir ce qui est en rapport avec, par exemple, du Google, hein. Je veux voir du Cloud Run, du Cloud SQL, du Google Firestore, du Google Cloud Function. Ah, pourquoi pas du Terraform, même si c'est pas du Google. Et là, il me dit, bah, voilà, tes applications. Et par rapport à ça, je vais avoir des options de restauration qui vont être possibles. Donc, dès le moment où j'ai fait du backup, par exemple, sur du Cloud SQL, je vais pouvoir décider de restaurer mon application SaaS et je vais pouvoir décider bah, soit de restaurer mon instance ou ma base de données. Et derrière ça, il va me lister mes bases de données et je vais pouvoir restaurer ma base de données. On ne va pas attendre, on va passer au suivant. Pareil sur la partie Cloud Run. Bon, là, c'est un petit peu plus léger. On va pouvoir restaurer très simplement bah, son project job ou son project services. Simplement, sur le Cloud Function, on va pouvoir restaurer bah, sa fonction très simplement. Et donc, on va retrouver cet esprit à chaque fois de se dire, je ne suis pas un expert, mais je peux restaurer tout seul. Pareil, si je fais du kubernétisme, bah, je vais pouvoir dire, moi, je veux restaurer mon environnement Kubernetes tout seul. Bah, je veux, OK, qu'est-ce que tu veux restaurer? Si tu prends ton Kubernetes de Postgre, bah, tu peux restaurer soit toute l'application. Si tu veux restaurer toute l'application, est-ce qu'on la restaure sur le même cluster ou sur un autre cluster? Donc, on peut avoir un cluster de prod et un cluster de dev. Ou bien rester dans le même cluster, mais changer de namespace. Pourquoi pas basculer mon application sur mon namespace de développement? Et quand je fais ma restauration, bah, est-ce que oui ou non, je dois utiliser des PostScript, par exemple, pour aller modifier certains settings après ma restauration? Donc, très simple de restaurer du Kubernetes. Très simple également de restaurer de la base de données qui serait hébergée dans une VM Windows, hein. Donc là, il me dit, bah, OK, dans cette VM Windows-là, j'ai trouvé 3 bases de données. Laquelle tu veux restaurer? Bah, celle-ci. Et si jamais j'avais plusieurs VM Windows, je pourrais même faire de la redirection dans une autre instance SQL pour faire ma restauration. Et finalement, alors celui-là, il est protégé. Donc, je pourrais prendre mon backup et aller faire de la restauration, soit de mon instance SAP, soit uniquement de ma base de données SAP, soit uniquement des logs SAP, soit de toute la VM SAP. On va vraiment avoir plusieurs options qui vont être disponibles par rapport à ça, en termes de backup. Une fois qu'on a vu comment restaurer ça, bah, il y a souvent quelque chose quand même qui reste intéressant, c'est comment je vais également pouvoir restaurer mes machines virtuelles. Donc les machines virtuelles, vous allez avoir différents niveaux de restauration. Vous prenez une VM, vous avez encore une fois l'ensemble des points de restauration qui apparaissent, et vous allez pouvoir restaurer du fichier, soit dans la machine virtuelle d'origine, soit vers une autre machine virtuelle, ou bien vous allez pouvoir restaurer vos fichiers dans un bucket.
Ça marche pour Windows, ça marche pour Linux, ça marche que vous ayez des systèmes de fichiers Linux standard ou en mode LVM, on va supporter vos systèmes de fichiers. Mais on peut aussi faire de la restauration d'instance. Donc, je peux restaurer mon instance. Là, je vais écraser mon instance d'origine. Je peux faire un clone de mon instance. Bah, j'ai une VM dans ma région EUS centrale 1C. Je veux faire une copie dans EUS centrale 1B. Bah, je vais pouvoir faire un clone dans une autre région, dans une autre zone, dans la même région, dans la même zone, avec le même nom. Je peux garder mes tags ou pas. Je peux éditer mes disques. Je vais pouvoir utiliser vraiment plusieurs options à la restore. Et je vais pouvoir faire pareil au niveau de mes disques. Autre chose qui est assez intéressant, c'est imaginons que j'ai toute ma zone US centrale 1 qui est tombée. Moi, je peux faire un bulk restore. Je peux dire, bah, moi, toutes ces VM-là qui étaient dans US centrale 1, je veux les restaurer. Il va me dire, ah bon, tu veux les restaurer? Oui. Je veux aller les restaurer dans la zone. Je vais prendre celle-ci. Je vais rester dans IQFan dans SDMO, dans cette source. Et après, je vais pouvoir choisir ma zone et restaurer dans la zone que je veux. Et donc, je fais mon disaster recovery très rapidement de mes VM qui étaient dans une zone A vers une zone B. Donc, encore un niveau de restauration supplémentaire. Et le dernier niveau dont on va parler aujourd'hui, c'est vos buckets S3, hein. Potentiellement, vous avez des buckets ou Google qui sont protégés parce qu'il y a de la donnée qui est critique dedans. Nous, on va vous dire, OK, il faut restaurer la donnée de ce bucket. OK, on va vous restaurer la donnée de ce bucket. Alors, c'est assez important parce que le fait de pouvoir avoir de la sauvegarde, ça vous permet également d'optimiser vos buckets. On n'a pas forcément besoin de garder tout l'historique dans un bucket. Peut-être que des fois, mettre des purges sur certains buckets, c'est quelque chose de bon. Et mettre une sauvegarde, ça va vous amener ça. On va vous présenter votre arborescence. Vous allez pouvoir sélectionner vos fichiers, restaurer vos fichiers très simplement. Donc la sauvegarde des buckets, c'est quelque chose qui est important. Les buckets, c'était très souvent vu comme de la donnée d'archive, de la donnée non critique. On le voit, il y a de plus en plus de données critiques, soit pour des sites web ou des choses comme ça qui sont stockées dans les buckets. Si demain vous perdez toutes les images de votre site web, si demain vous perdez toutes les métadatas d'un site web qui était stocké dans un bucket, ça peut être très compliqué. Nous, on propose de backuper et de restaurer ça. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui peut se passer en arrière-plan? En arrière-plan, vous allez avoir un suivi de toutes vos tâches, vous allez avoir des rapports qui vont être générés, vous allez avoir pas mal d'informations intéressantes. Vous allez pouvoir recevoir des notifications de tout ce qui se passe sur la plateforme, soit via email ou bien via des webhooks. Donc, par exemple, je veux être informé quand j'ai un problème de sauvegarde sur ma plateforme. Je vais dire à chaque fois que j'ai un problème de backup ou d'archive sur ma plateforme, je veux recevoir un webhook dans Microsoft Teams, dans Slack, pour me dire attention, il y a un problème de webhook. À chaque fois que j'ai quelqu'un qui essaye de se connecter sur ma plateforme et qui n'est pas autorisé à se connecter, je vais mettre une erreur système et je vais être informé qu'il y a des tentatives de connexion. Pour simplifier tout ça, bien évidemment, on va avoir des rapports qui peuvent être mis en place. Donc, par exemple, je veux connaître l'état des backups de mes machines virtuelles. Je vais pouvoir créer des rapports. Donc là, ça, c'est de type graphique, mais je vais pouvoir avoir exactement la même chose en mode tableau. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, je vais pouvoir créer des tableaux, de dire, voilà, moi, voilà mes VM, elles sont toutes bien protégées. Puis après, je peux aller ajouter des informations comme par exemple le nom du projet où est ma VM, sur quel stockage vont les backups et ainsi de suite, quelle est la volumétrie et tout ça. Donc très facile de construire des rapports dans IQ. Dernier point, mais pas des moindres, bien évidemment, la solution, elle est multi-user, j'en parlais tout à l'heure, hein, et multi-tenant. Donc, vous allez pouvoir très simplement importer vos propres méthodes d'authentification pour vous connecter sur la plateforme, vos identity providers. Donc, aujourd'hui, nous, on va supporter différents identity providers, hein, du Google, bien évidemment, du Microsoft, de l'Okta, de l'OIDC, du Cognito. Dès le moment où vous avez configuré votre identity provider, vous allez donner des accès à vos collaborateurs, des accès en mode admin, backup, restore viewer, soit sur l'intégralité de la souscription, ou bien vous allez pouvoir vous connecter uniquement sur un tenant. Donc c'est là qu'on va pouvoir cloisonner les accès et les niveaux de permission entre les différents collaborateurs. Cette plateforme, elle est 100% en mode développement continu. Donc, elle est maintenue par les personnes d'IQ. C'est nous qui nous occupons de faire des mises à jour. C'est nous qui nous occupons de la maintenance du sizing. La seule chose dont vous êtes responsable, c'est de fournir des accès pour découvrir vos projets cloud et fournir un stockage pour stocker vos backups. Vous êtes responsable du data plan. On est responsable du management plan.
C'est très simple, côté IQ. C'est une solution, je le répète, que vous pouvez tester. Il suffit d'aller sur iq.com et de faire une request de trial, ou bien sur aircloud.iq.com et de faire un create new account. À partir de là, vous pouvez être accompagné soit par IQ, par un de ses partenaires, pour la mise en place d'une sauvegarde de l'environnement. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation vous aura plu. Le but, c'était de vous rappeler l'importance de la sauvegarde de vos différents environnements cloud, en particulier Google, et pas uniquement de la couche haute qui est visible d'un point de vue de l'iceberg, mais également de tout ce qui est caché dans le cloud et qui fait la réussite d'un projet cloud. La réussite d'un projet cloud, c'est quand on arrive vraiment à automatiser ses process et à utiliser du microservice. Et chez IQ, c'est une réussite quand nous, on arrive à vous les protéger. Voilà. Je vous remercie. Vous pourrez récupérer ce webinar qui vous sera repartagé. Merci pour votre présence. Bonne journée et bon week-end. Et si vous avez des questions, maintenant, n'hésitez pas à m'en poser. Je vous répondrai en arrière-plan. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Du coup, je vous dis au revoir et profitez bien. Merci.